Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon point lecture pour le mois de décembre. Comme pour le mois de novembre, il y aura un seul point lecture pour le mois de décembre parce que j'ai à nouveau très peu lu. Je pensais que j'allais pas mal lire pendant les vacances et au final j'ai pas terminé un seul livre durant mes congés. Donc voilà, mais du coup je reviens pour vous parler des 4 romans et des 3 titres graphiques que j'ai lus au cours du mois de décembre. Il y en a quelques-uns que j'ai en papier mais pas beaucoup, sinon pour le reste je vous les présenterai sur l'iPad, vous commencez à avoir l'habitude. Donc pour le mois de décembre, tout d'abord j'ai terminé enfin Ce qui nous hante par Sacha Bazet que j'ai mis un petit moment à lire. Ensuite j'ai lu Les étincelles invisibles par Elle McNicol. Puis j'ai écouté le livre audio Le parfum des cendres par Sophie Manguez. Et j'ai lu le petit roman jeunesse Les Contes détraqués par Adeline Leroy. Côté graphique, j'ai lu tout d'abord le manga d'Irgéné, le tome 1. J'ai lu le roman graphique L'étreinte par Jim et Laurent Bonneau. Et j'ai lu le roman graphique Blanc autour par Wilfried Lupano et Stéphane Fert. Je vais donc démarrer tout de suite avec Ce qui nous hante par Sacha Bazet. C'est un roman qui est publié aux éditions Naos, qui est une collection jeunesse commune aux éditions Les Moutons électriques, Actu SF et Mnemos. Et globalement j'aime vraiment bien ce qui est publié dans cette collection la plupart du temps. Donc du coup ici, Ce qui nous hante, c'est un roman qui mêle un petit peu d'horrifique et de fantastique avec le milieu du théâtre, puisqu'en fait on va suivre un groupe d'adolescents, en gros de lycéens, qui partent pour l'été dans le domaine de Louvet, ou de Loubet, je sais plus, de Loubet, dans le château de Loubet, et ils s'y retrouvent en fait pour faire un stage de théâtre, pour préparer une pièce de théâtre, et cette pièce de théâtre tient place elle-même dans le domaine de Loubet, dans l'ancien domaine de Loubet. Sauf qu'on va se rendre compte assez vite que ce château n'est pas tout à fait comme les autres et qu'il semble être particulièrement hanté, puisque une grosse partie des personnes présentes vont se retrouver à être possédées par différents fantômes qui viennent de différentes époques. C'est un roman que j'ai trouvé vraiment intéressant, on n'est pas du tout dans ce que j'ai l'habitude de lire, tout ce qui est des romans un petit peu horrifiques. C'est pas forcément trop ma came parce que j'ai quand même une petite tendance flippette sur les bords, donc du coup voilà, je limite un peu. Mais en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était assez inquiétant mais que c'était pas forcément très effrayant. J'ai même vu que certaines personnes reprochaient le fait que ce soit finalement pas très effrayant. Donc bon voilà, mais pour ma part ça m'allait bien, je trouvais que l'ambiance fonctionnait vraiment bien, même si elle était effectivement plus inquiétante que vraiment effrayante. Du coup, dans cette histoire, on a donc un personnage principal quand même qui s'appelle Bassem, qui joue le rôle masculin principal de la pièce. Et puis on a également d'autres personnages qui font partie de son groupe. On suit également des professeurs, des personnes qui se chargent plus de la mise en scène, des décors, etc. Et donc c'est une sorte d'opéra, donc il y a à la fois des acteurs comme c'est le cas de Bassem, enfin des comédiens comme c'est le cas de Bassem, mais on a également des musiciens et des danseurs. Donc voilà, j'ai trouvé pour ma part que c'était un roman qui fonctionnait plutôt bien, c'est un premier roman, j'ai trouvé qu'il y avait parfois quelques longueurs dans le récit, mais dans l'ensemble, voilà, ça m'a plutôt convaincue, j'ai trouvé que ça se tenait bien jusqu'à la fin. Il y a certaines choses qui sont peut-être un peu grosses, mais voilà, dans l'ensemble vraiment j'ai passé un plutôt bon moment avec, même si j'ai mis très longtemps à le lire. Après je l'ai aussi laissé en pause pendant très longtemps, donc voilà, mais franchement ça a été plutôt une bonne lecture. Un autre petit bémol que j'aurais peut-être à faire quand même, c'est le personnage de Bassem. Je pense que c'est fait exprès, mais c'est un personnage qui est assez agaçant quand même. Voilà, donc je pense voilà, que c'est fait exprès d'avoir un personnage qui a ce type de tempérament, mais bon voilà, c'est vrai qu'il peut être un peu agaçant parfois. Donc voilà, pour ce récit-là, du coup, je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ça a été plutôt une bonne découverte et je suis curieuse de voir ce que fera Sacha Bazet par la suite. Ensuite, j'ai lu le roman jeunesse Les étincelles invisibles par Elle McNicol. C'est publié aux éditions L'École des loisirs et celui-ci, c'est un roman que j'ai reçu en service presse. C'est un tout petit roman jeunesse qui fait à peu près 200 pages, oui c'est ça, 200 pages, que j'ai lu vraiment rapidement et c'est vraiment un récit que j'ai beaucoup aimé. En fait il m'avait rendu assez curieuse de le découvrir par rapport aux thématiques qui sont abordées, mais j'avais peur que ce soit mal représenté, que ce soit un peu maladroit. Mais en fait pas du tout, c'était vraiment très bien. Dans ce récit là on suit du coup l'histoire de Adi, qui est une collégienne qui, je crois qu'elle est collégienne ou elle est en primaire, je sais plus.
soit elle est en fin de primaire, soit elle est au collège. Je crois qu'elle est en fin de primaire. En fait Addie, c'est une jeune fille qui est autiste et qui du coup a une vision des choses qui est un peu différente, c'est le principe même de la neuroatypie. Et du coup voilà, elle perçoit les choses de manière différente et c'est un récit qui est hyper intéressant dans le sens où il parle vraiment de tout ce qui est aussi des surcharges émotionnelles, des surcharges sensorielles, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pertinent, vraiment bien fait. Elle McNichol est elle-même concernée, donc je pense que c'est aussi ce qui rend son récit aussi juste et aussi vrai. J'ai beaucoup aimé la famille d'Addie, elle a deux sœurs, deux grandes sœurs qui sont jumelles, une des deux est autiste et l'autre pas du tout. Et du coup ouais, c'était intéressant d'avoir aussi toute cette partie-là, tout l'aspect familial qui était vraiment chouette. Et donc du coup dans ce récit on a donc Addie qui à l'école va apprendre, ouais, ils vont apprendre en gros à l'école que dans leur région d'Écosse il y a eu pas mal de procès et de chasse aux sorcières. Et notamment des femmes qui se sont retrouvées noyées, etc. parce qu'on les accusait de sorcellerie. Addie, de par son comportement et de par aussi sa neuroatypie, a tendance à chaque fois qu'elle se renseigne sur quelque chose, à se renseigner pleinement, à y aller à 100%, à 1000%. Et dès qu'elle a un nouveau sujet qui la passionne, c'est pas juste qu'il l'intéresse, c'est que vraiment elle veut tout savoir sur ce sujet-là. Et du coup quand elle va apprendre cette histoire-là, elle va vraiment d'une part se sentir assez concernée, assez proche de ces femmes et d'autre part du coup voilà, pareil, vouloir absolument tout connaître là-dessus, se renseigner à fond là-dessus. Et son but en fait c'est que le conseil municipal accepte de changer les choses et notamment de mettre soit une plaque commémorative, soit quelque chose en fait en mémoire de ces femmes qui ont été accusées de sorcellerie, tout simplement parce qu'elles étaient différentes. Et c'est en ça que Addie se reconnaît beaucoup en elle, c'est parce qu'elle se dit que voilà, comme elle-même est plutôt différente, un peu à l'écart des autres, elle se dit qu'à tous les coups voilà, elle-même elle serait passée pour une sorcière. Et c'était vraiment un récit qui était très touchant. C'est aussi un récit qui parle d'amitié et qui parle des amitiés qui sont bonnes et des amitiés qui sont pas forcément bénéfiques pour soi. C'est un récit dans lequel il y a du harcèlement dans le contexte scolaire. Il y a du harcèlement de la part d'enfants mais également de la part d'une enseignante et j'ai trouvé ça vraiment intéressant que ce soit abordé parce que c'est quelque chose qui est pas si rare et qui est très peu abordé. Donc ouais, c'était vraiment un chouette récit, vous l'aurez compris, c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée. J'ai trouvé ça hyper intéressant pour plein de sujets différents et c'est un récit qui est vrai. Enfin voilà, je pense que le fait que ce soit On Voice fait quand même beaucoup de choses et j'ai trouvé les parallèles qui étaient faits, etc. vraiment intéressants. C'est un récit qui a beaucoup d'émotions dedans. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce récit. J'ai mis pour ma part la note de 18/20. Ensuite, comme je disais, j'ai écouté en livre audio Le Parfum des Cendres par Marie Banguez. C'est lu donc par Sophie Frison. C'est un récit qui est publié aux éditions Finitude pour la version papier. Il est disponible uniquement en grand format pour l'instant, en plus donc de cette version audio. Du coup c'est un récit que j'ai reçu de la part de Audiolib. Il était disponible et je crois qu'il est toujours disponible d'ailleurs sur NetGalley si jamais ça vous intéresse. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment intéressant, mais alors c'est un récit qui est quand même assez particulier. En fait dans ce récit là je pense que j'avais regardé le résumé mais assez rapidement ou que le résumé était pas très clair, je sais pas. Mais en gros dans ce récit on va suivre l'histoire d'un homme qui s'appelle Sylvain qui est thanatopracteur, donc son métier c'est d'embaumer les défunts pour les cérémonies mortuaires pour que leur famille puisse leur rendre un dernier hommage lors des cérémonies mortuaires. Et on va suivre en parallèle de lui une jeune femme, alors je crois qu'elle s'appelle Alice mais je vous dis peut-être une grosse bêtise. En tout cas on a en parallèle une jeune femme qui est en fait une étudiante assez âgée qui est en thèse et qui fait une thèse notamment sur le métier de thanatopracteur. Pour ça elle se rend chez différents thanatopracteurs pour les observer leur travail et ce durant plusieurs semaines. Elle va du coup aller observer le travail de Sylvain et elle va se rendre compte que Sylvain c'est un homme qui travaille de manière très appliquée, très méticuleuse, qui fait vraiment un très bon travail, mais qui est quand même très particulier. Il ne décroche pas un mot à sa stagiaire alors qu'elle passe donc là plusieurs semaines. Et puis voilà, il est quand même un peu spécial et quand elle va enfin réussir à le faire parler, elle va découvrir en fait que c'est un homme qui met tout en relation avec des avec des odeurs, j'avais perdu le mot.
Donc voilà, il parle beaucoup des différentes odeurs, de comment est-ce qu'il décrit une personne, etc. Et elle va du coup plonger complètement dans cet univers avec cette personne qui est globalement ce qu'on appelle un nez, donc une personne qui a vraiment un odorat particulièrement développé, qui a vraiment un talent là-dessus. Et petit à petit, elle va apprendre des choses sur Sylvain. Il va y avoir finalement une relation. Alors même si on voit bien que ça a pris du temps, etc., finalement j'étais quand même un peu surprise, un peu déroutée parce qu'on comprend pas forcément très bien comment est-ce que ça finit par arriver parce qu'ils sont tellement aux opposés l'un de l'autre. Mais voilà, en tout cas c'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié, j'ai bien apprécié tout le côté voilà, vraiment sensoriel du récit. Le fait qu'il y ait pas mal de révélations auxquelles je m'attendais pas forcément. Voilà, c'est un récit que j'ai trouvé qui fonctionnait plutôt bien. C'est pas un récit qui va être mémorable, c'était quand même un récit assez atypique comme je vous l'ai dit. Mais voilà, et la lecture audio était vraiment bien faite. Donc voilà, ça m'a convaincue aussi de ce côté-là. Je lui ai mis la note de 15/20. Et du coup, pour terminer côté roman, j'ai donc lu Les Contes détraqués par Adeline Leroy, c'est publié aux éditions Poulpe Fiction, c'est également un récit que j'ai reçu de leur part. C'est un très chouette objet livre avec une couverture cartonnée, des illustrations en noir et blanc à l'intérieur. Pour ma part, je l'ai plus avec moi parce que je l'ai offert à Noël dans ma famille, il y a quelqu'un qui est plus du public cible. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment un chouette petit récit dans lequel on suit l'histoire de Yael, qui est une jeune fille, une enfant en fait, qui est passionnée par les contes et qui va se rendre compte petit à petit qu'il y a des choses qui commencent à devenir un peu bizarres. Et puis il y a le loup du conte du petit chaperon rouge qui va mystérieusement se retrouver projeté chez elle. Suite à ça va venir également un gnome qui va lui expliquer qu'il a besoin d'aide parce que les contes commencent effectivement à se détraquer et notamment qu'ils doivent absolument ramener le loup au pays des contes parce que sinon petit à petit le conte du petit chaperon rouge va complètement se perdre étant donné qu'il n'y a plus de loup dedans. Donc voilà, en gros le concept, c'est un récit qui était vraiment sympathique, ça part un peu dans tous les sens, il y a pas mal de rythme voilà, c'était plutôt intéressant, ça parle aussi du conformisme, l'héroïne est attachante mais j'ai trouvé que ça manquait peut-être un petit peu d'émotion, finalement on a pas mal d'enchaînements de petits événements mais pas tellement d'émotion dans ce récit là. Après voilà, c'est un récit qui était plutôt sympathique et je pense qu'il pourra du coup plutôt plaire au public cible. J'ai mis pour ma part la note de 15/20 également. Ensuite, j'ai lu le manga d'Irgene, le tome 1 par Kaya Azuma. Alors en sachant que c'est un tome 1, mais globalement c'est un récit qui est quand même assez complet, qui a une fin ouverte, mais que je trouve que ça pourrait être un récit complet, que finalement ça pourrait s'arrêter là. Je serais quand même assez curieuse de voir la suite. J'ai été attirée par cette très jolie couverture et par le fait que voilà, ce que j'avais entendu sur le récit me tentait plutôt bien. C'est un récit qui est publié chez Anna Yaoi, donc du coup c'est un yaoi. C'est donc un récit avec une relation entre deux hommes et c'est un récit qui est assez explicite. On n'est pas sur un récit où ça fait crac crac boum boum à chaque page, mais il y a des scènes explicites à l'intérieur, des scènes explicites, voilà. Dans ce récit-là, du coup, on suit l'histoire de Jenny, qui est un adolescent un peu qui fait un peu la gueule tout le temps, qui va être envoyé chez son oncle Trevor pour passer les vacances et il doit notamment aider son oncle Trevor à ranger une pièce ou je sais plus, enfin bref voilà. Il se retrouve du coup chez lui, sauf qu'en se retrouvant chez lui, il va assez vite tomber sur des carnets et dans ces carnets il va découvrir que son oncle Trevor a entretenu une relation avec un jeune homme qui s'appelait lui aussi Jenny. Mais je sais pas pourquoi. C'était un peu bizarre, je sais pas pourquoi que l'autrice a choisi, ou l'auteur a choisi de donner le même prénom au neveu et à lui, parce que bon, a priori il n'y a pas forcément trop de lien. Peut-être que ce sera expliqué dans la suite. Mais bref, du coup, il découvre du coup la relation de son oncle avec Jenny, et finalement, on va dire que 95% du manga, je pense, se passe au moment de cette relation entre Jenny et son oncle, et du coup ça se passe en 1973 et on a voilà donc un homme d'affaires, un avocat en fait qui est assez réputé, qui a une situation financière plutôt aisée, qui se retrouve à héberger chez lui Jenny, qui est un jeune garçon issu de la communauté Amish, qui a décidé de quitter la communauté Amish et qui se retrouve un peu à la rue. Et du coup voilà, Trevor va décider de l'héberger, de l'aider, et puis petit à petit il va y avoir une relation, en sachant du coup qu'il y a quand même une relation qui est un petit peu déséquilibrée dans le sens où Trevor est plus âgé et a une bien meilleure situation puisqu'il héberge Jenny.
mais malgré tout c'est un récit qui parle de consentement, et en ça j'ai trouvé ça quand même bien. Donc voilà, j'ai trouvé que les dessins étaient plutôt jolis, c'est un récit qui est assez mignon, et du coup c'est vrai qu'il y a un peu un contraste avec les scènes qui sont explicites, et la première scène explicite c'est une scène assez bizarre, on comprend pas forcément trop d'où est-ce qu'elle sort, voilà. Mais sinon c'est vrai que dans l'ensemble c'est un récit qui est plutôt mignon, les sentiments sont assez doux, alors si on accepte du coup ces scènes là sur lesquelles je viens d'ouvrir mon manga, mais voilà, sinon dans l'ensemble on est sur des dessins que je trouve plutôt sympas, qui sont plutôt mon style de dessin. Donc voilà, je serais curieuse quand même de lire d'autres récits de Kaya Azuma, si le récit vous intrigue, pourquoi pas tenter, mais voilà, je rappelle, il y a des scènes explicites à l'intérieur. Ensuite, j'ai lu le roman graphique L'étreinte par Jim et Laurent Bonneau. C'est publié aux éditions Grand Angle, et donc ici on est sur un roman graphique dans lequel on va avoir l'histoire d'un homme qui est sculpteur, qui a une vie un petit peu... ouais, il se passe pas forcément grand chose dans sa vie, il peine un peu à démarrer sa carrière de sculpteur, en sachant qu'il n'est pas non plus si jeune que ça, et il part régulièrement avec sa compagne Romy en Espagne, oui je crois que c'est en Espagne, parce qu'ils habitent pas très loin de la frontière. Et une fois, donc ils vont partir à nouveau en week-end en Espagne, ils vont revenir avec une photo dans le téléphone du sculpteur dont j'ai oublié le prénom. Et en fait il va à partir de là être assez obsédé par cette photo, parce que sur la photo il y a une femme qui est en train de lire en maillot de bain sur la plage, et il veut absolument découvrir qui est cette femme. Enfin elle l'intrigue beaucoup, il se demande beaucoup qui c'est. Sauf que sur le chemin du retour, ils vont avoir un grave accident de voiture et Romy va se retrouver dans le coma. Suite à ça, quand ils vont rentrer en France, lui il se met à faire toute une série de sculptures autour de Romy, mais il garde également en tête cette femme qu'il cherche à tout prix à retrouver pour comprendre en fait qui est sur la photo. On ne sait pas très bien quelles sont ses intentions, mais il veut absolument savoir qui c'est, donc il va pour ça retourner en Espagne, faire tout plein de recherches, rencontrer différentes femmes, etc. Être amené à faire différentes rencontres. Et puis donc en parallèle de ça, on a le domaine plutôt hospitalier avec Romy, et on a également le domaine de la sculpture qui va un peu décoller, puisqu'on va lui proposer de faire une grande exposition, enfin de faire une première vraie exposition tout seul, donc c'est un peu une consécration pour lui. Donc voilà, du coup on a un petit peu toutes ces choses qui se mélangent. C'est un récit dans lequel il y a beaucoup de rencontres et qui parle de relations de manière qui est vraiment intéressante. J'ai bien aimé tout l'aspect justement autour de la sculpture, des rencontres, et puis l'aspect hospitalier un peu, que j'ai trouvé intéressant. Après c'est vrai que le côté de la quête vraiment obsessionnelle par rapport à la femme de la photographie, c'est quelque chose qui m'a peut-être un peu moins touchée dans le récit, mais dans l'ensemble voilà, j'ai passé plutôt un bon moment. Il y a un trait de dessin qui est quand même assez particulier, assez précis, et un traitement des couleurs aussi qui est assez particulier. Donc ouais, j'ai plutôt bien aimé. J'ai vu qu'en fait pour ce roman graphique, Jim et Laurent Bonneau, donc le dessinateur et le scénariste, ont pas juste écrit une histoire qui ensuite a été mise en dessin, mais ont vraiment construit l'histoire ensemble à partir d'images différentes qu'ils avaient en tête, etc. Et je trouve ça assez intéressant comme processus créatif. Et du coup c'est pas juste l'histoire de quelqu'un qui a été mise en dessin par quelqu'un d'autre, c'est vraiment une co-histoire qui a été faite ensemble, et du coup je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, au niveau des dessins, donc on a notamment cette planche là qui est justement la planche sur laquelle il se rend compte qu'il y a cette femme sur cette photo, et qui va amener à toute cette recherche. Du coup c'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié, même s'il y a certains points qui m'ont moins touchée, qui m'ont moins entraînée dans l'histoire, et du coup je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, pour terminer, j'ai donc lu la bande dessinée Blanc autour par Wilfried Lupano et Stéphane Fert. C'est publié aux éditions d'Argo. C'est un récit dont j'avais pas mal entendu parler. Il y avait eu quand même une petite polémique à sa sortie par rapport au fait que ce soit deux auteurs blancs, enfin un auteur et un dessinateur blanc qui se soient appropriés cette histoire. Mais bon, voilà. Je trouve que pour ma part, l'histoire... Enfin, j'ai trouvé vraiment l'histoire intéressante, puis c'est une histoire, c'est des faits réels historiques qui ont été repris en fait. Alors peut-être qu'effectivement c'était plus le rôle d'un auteur et d'un dessinateur noir de parler de cette histoire, et que le milieu de l'édition leur a pas forcément laissé autant sa chance à ce profil
d'artiste, mais pour ma part voilà, après le travail de Stéphane Fertz, moi c'est un travail que je suis depuis longtemps, c'est un dessinateur que je trouve qui a vraiment un trait de dessin très particulier et très reconnaissable, et c'est entre autres pour ça que j'avais envie de découvrir Blanc autour. Du coup je l'ai emprunté à la bibliothèque qu'il y a ici, j'étais très contente de le trouver. Dans ce récit là du coup, comme je disais, c'est un récit qui parle d'un fait historique réel qui se passe dans je sais plus quel état des États-Unis, mais en gros pas très longtemps après l'abolition de l'esclavage. Donc on est dans les États-Unis qui sont encore très ségrégationnistes, il y a plein de choses qui sont interdites, et notamment en termes d'éducation, il y a clairement voilà, une très très grosse différence d'éducation. Et on va suivre en fait finalement l'histoire d'une femme blanche qui tient une école pour jeunes filles et qui va décider à la rentrée suivante, enfin une école et un pensionnat en gros pour jeunes filles, elle va décider à la rentrée suivante de ne pas prendre des jeunes filles blanches comme d'habitude, mais d'ouvrir son école aux jeunes filles noires. Au départ elle prend une jeune fille noire en fait dans sa classe pour l'instruire parce qu'elle se rend compte que cette jeune fille a des capacités, sauf que ça va faire tout un tollé et en réaction à ça elle va décider à la rentrée suivante de ne prendre que des jeunes filles noires. Ça va créer beaucoup de... Enfin ça va un peu déchaîner les foules dans le coin, ils vont tous être très opposés et il va y avoir quand même des menaces, des actes qui sont très violents comme c'était le cas voilà, à l'époque. C'est un récit qui s'accompagne à la fin d'un carnet documentaire qui parle vraiment de l'époque actuelle, enfin de l'époque qui est décrite, qui utilise je crois des articles de journaux etc. pour vraiment parler de tout ça, faire le lien avec l'histoire réelle et expliquer un petit peu le destin de ces différentes femmes. C'est un récit que pour ma part j'ai vraiment bien apprécié. Tout ce qui est un petit peu autour des États-Unis ségrégationnistes, c'est des récits que je trouve toujours intéressants. Tous ces combats pour des libertés complètement fondamentales en fait, voilà, c'est des choses qui ont tendance en général à me toucher. Et puis tout ça donc accompagné par le dessin de Stéphane Fertz que comme je disais j'aime toujours beaucoup. Ça a vraiment été une chouette lecture pour moi. J'ai mis du coup la note de 17/20, je vous montre un petit peu en termes de dessin, j'espère que vous voyez pas trop les reflets de la ring light mais ici c'est assez difficile de filmer sans. Donc voilà. Sur ce, j'aurais donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'ai quand même fait quelques jolies découvertes durant le mois de décembre, j'espère pour la suite lire un petit peu plus parce que vraiment c'est pas dans mes habitudes de lire aussi peu en un mois, pour certaines personnes c'est un rythme de lecture tout à fait bien, voire même haut, mais pour ma part c'est vrai que je suis habituée à lire beaucoup plus par mois, mais qu'en ce moment j'ai un petit peu de mal à jongler entre tout, donc voilà, j'espère que j'arriverai un petit peu plus à me dégager du temps pour lire parce que j'ai vraiment plein de romans qui me font hyper envie et que j'ai pas envie qu'ils traînent pendant des années dans ma pile à lire. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!